16, l'un des grands experts français des questions de terrorisme, ancien procureur antiterrorisme, ancien juge d'instruction. Il est aujourd'hui président de la Cour d'appel de Versailles et publie le roman du terrorisme aux éditions Flammarion. Bonsoir Marc Trévidic. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors dans ce livre, très fouillé, vous retracez l'histoire du terrorisme en remontant au XIe siècle. C'est un récit absolument captivant avec un parti pris assez troublant. Car le narrateur du livre, c'est le terroriste qui écrit donc à la première personne, je. Vous allez même jusqu'à parler du contre-terrorisme comme du contre-moi. Pourquoi ce choix, Marc Trévidic ? Bon, d'abord, c'est une expérience littéraire de me mettre dans la tête du terrorisme. Et puis parce qu'on parle tellement de lui, c'est un peu normal qu'on lui donne la parole de temps en temps pour qu'il donne son point de vue, qui est un point de vue cynique, assez glacial, mais au moins ça permet de bien le comprendre, bien le connaître, puisqu'il se dépeint lui-même. Je me suis assez écarté de mes pensées personnelles, essayer de les écarter un peu plus, mais je me suis rendu compte malgré tout qu'on avait des points en commun, des idées assez communes sur certains sujets. Mais c'est un roman, mais c'est inspiré évidemment de toutes vos connaissances sur le terrorisme et sur l'évolution de ce terrorisme. Alors vous revenez sur la naissance du terrorisme justement, le terrorisme moderne qui est né, dites-vous, sous Hassan, l'ordre des assassins en Perse, aux alentours de 1090. Et il est décrit avec 7 préceptes au terrorisme. En quoi c'est cet ordre qui créa le terrorisme comme on le connaît aujourd'hui ? Et quel en est l'héritage ? Le terrorisme moderne, c'est le fait d'utiliser une méthode au service d'une stratégie. Le terrorisme n'est pas une idéologie, le terrorisme est une méthode, c'est l'expression d'une violence politique assez modérée, mais utilisée pour atteindre un objectif politique. Et de ce point de vue-là, Hassan ibn Sabah a réussi à créer, il a été le premier à créer l'arme du faible par rapport au fort. Comment je vais faire, moi qui suis faible, pour quand même imposer mes volontés, ma vue politique de la société. Et il a fait quelque chose d'assez extraordinaire, mais surtout très très organisé, avec la propagande faite par des daïs sur toute la Perse, avec des soldats, des fidaouis qui vont infiltrer, qui vont pouvoir frapper au bon moment pour tuer un sultan, pour tuer un calife. Une efficacité assez redoutable et qui a duré quand même pas mal, parce que l'ordre des assassins s'est perduré après lui, jusqu'à ce que les Mongols viennent mettre la fin de la citadelle d'Alamut. Avec des techniques très modernes à l'époque, qui existent toujours aujourd'hui. L'infiltration, la taqia, la technique de dissimulation. Vous racontez qu'au XIe siècle, c'était déjà comme ça que ça se passait ? Tout à fait. Il a compris qu'en fait, il fallait noyauter. Il fallait donc faire une propagande qui permette d'avoir des gens tellement fidèles que même s'ils vivent dans un autre univers pendant 5-10 ans, ils resteront fidèles à lui, à Hassan ibn Sabah. Et donc, on a eu des gardes du corps qui se retrouvaient pendant 10 ans à protéger un sultan et qui vont le tuer au moment où Hassan ibn Sabah le jugera utile. Et cette infiltration est terrible parce qu'en fait, imaginez un tout petit peu si Al-Qaïda avait réussi à ce qu'a fait Hassan ibn Sabah. On aurait eu peut-être des juges même affiliés à Al-Qaïda, des policiers, des maîtres d'école, des politiques, des députés. Et c'est allé jusque-là, Hassan ibn Sabah. C'est Homeland. C'est comme Homeland, la série américaine. plus. Donc c'était fascinant, c'est fascinant l'ordre des assassins. J'ai lu beaucoup de livres sur l'ordre des assassins et je me suis dit... c'est très moderne, terrifiant, mais très moderne. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est évidemment de faire l'analogie par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à la menace terroriste aujourd'hui très, très forte. Et vous dites, les terroristes se moquent des discours politiques qui demandent des modifications de constitution ou des régimes d'exception pour lutter contre lui. Ça veut dire, pour revenir dans le débat public actuel, que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, et peu importe le changement de législation, le terrorisme s'en fiche. Le terrorisme va s'adapter. Disons que les groupes qui utilisent la méthode terroriste vont s'adapter et surtout, ils cherchent à nous déstabiliser. Nous déstabiliser, c'est déstabiliser nos piliers fondateurs à nous et notre constitution. Imaginez qu'un groupe terroriste puisse arriver à faire changer la constitution d'une grande démocratie. Quelle victoire, c'est extraordinaire. C'est même pas une loi de plus, c'est carrément... C'est ce que vous dites, parce que j'allais y venir. C'est ce que vous dites, par exemple, à la suite des attentats de 2015. Le terrorisme dit sur la déchéance de nationalité, la réforme constitutionnelle voulue par François Hollande, on est page 88, et c'est lui qui parle, c'est le terroriste. C'était donc la grande idée, dit-il, du président de la patrie des droits de l'homme, me faire l'honneur de changer la constitution de son pays et admettre à la face du monde mon efficacité, à moi le terroriste. J'ai le pouvoir donc de faire changer la constitution d'une grande démocratie. Il n'est pas allé au bout de son idée. C'est dommage, nous aurions bien ri. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ce que disent dans les coulisses de leurs réunions secrètes dans les pays qui fomentent des attentats contre la France? Est-ce que c'est ce que disent, est-ce que verbalisent les têtes pensantes du terrorisme? Mais tout à fait, parce qu'il faut bien comprendre qu'ils estiment que nous n'avons pas de valeur. Ils méprisent nos valeurs
Et donc, eux, ils vont jamais abandonner leur salafisme, leur idée de littérale du Coran. Et ils constatent et finalement que nous, on est capable de vouloir abandonner nos valeurs, nos textes fondateurs. Pourquoi pas la laïcité ? Pourquoi pas tel ou tel article de la Constitution. Donc, ils nous mettent à l'épreuve et ils nous disent, regardez, vous faites n'importe quoi, vous êtes capable d'abandonner vos valeurs, votre ADN, vous valez rien, vous êtes pire que des mécréants. Et c'est leur objectif, nous déstabiliser et nous... L'objectif d'abord, c'est de casser un ordre public, une société, pour pouvoir en mettre une autre qui leur plaît davantage. C'est ça l'idée de l'arme terroriste. C'est, je voudrais, moi, que l'islam radical se propage sur la planète, qu'on applique la charia un peu partout. Pour ça, j'ai besoin de casser l'existant. Il ne faut jamais oublier ça. Bien sûr, pour reconstruire quelque chose, mais il faut d'abord casser l'existant. Et si on se laisse casser sur nos socles, nos principes, il y aura effectivement la place pour mettre autre chose. Mais vous dites quelque chose d'assez étonnant quand on connaît votre parcours et les dossiers que vous avez eu à traiter. Vous dites le terrorisme auquel la France fait face aujourd'hui, ça n'est pas celui que j'ai connu lorsque j'étais procureur antiterroriste. Tout à fait. De quelle manière a-t-il évolué ? J'ai connu un terrorisme très organisé. C'est-à-dire que les gens partaient, à l'époque quand j'ai commencé en 2000, les candidats djihadistes partaient à Londres d'abord, Baker Street, Finsbury Park, ils étaient sondés, on voyait, puis il y en avait quelques-uns qui étaient envoyés dans les camps d'Al-Qaïda en Afghanistan. Mais vraiment, et puis là, après ils étaient formés pendant 1 an et demi, et puis on les réinjectait en Europe, où ils étaient agents dormants jusqu'à ce que l'on leur dise, tu vas faire un attentat. On l'a vu avec le World Trade Center. Donc c'était quelque chose qui s'est passé avec les attaques contre Charlie Hebdo, contre le Bataclan. C'est un peu ce processus-là. C'est des gens qui sont partis se former dans les pays du Moyen-Orient, qui ont acquis des compétences et qui sont revenus en Europe et en France et qui ont agi sur ordre. C'est vrai, mais ils étaient beaucoup moins agents secrets, entre guillemets, agents dormants. Ils s'étaient mis pour la plupart sur Facebook, on connaissait leur tête, Abaoud s'était filmé en train de traîner des corps. Donc il y avait un côté beaucoup moins professionnel quand même, parce que logiquement, vous allez rejoindre un groupe terroriste, il ne faut pas qu'on sache que vous êtes parti, pour ne pas savoir quand vous allez revenir, il ne faut pas qu'on sache votre visage. Tout ça, ils l'avaient abandonné quand même. Plusieurs questions, Marc Trévidic. D'abord, comment expliquez-vous que la France est aujourd'hui en alerte maximale ? Est-ce que c'est le contexte international ? Est-ce que c'est les caricatures de Charlie Hebdo qui a une résonance évidemment particulière, mais l'alerte avait été donnée avant ? Comment vous l'expliquez ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'un des préceptes du terrorisme, il me faut un ennemi. Les groupes terroristes ont besoin de désigner un ennemi. Ils ne peuvent pas combattre toute la planète en même temps, tous les pays occidentaux. Voilà, là c'est la France. Donc ils cherchent un prétexte. Là c'est Charlie Hebdo, ça avait été le voile, on avait des menaces très fortes lors du vote contre le voile islamique. Donc là c'est la France. Et c'est dangereux du coup, parce qu'il y a plein de gens qui vont prendre ça pour argent comptant. Oui, c'est la France qu'il faut attaquer, parce qu'on nous dit que c'est la France qu'il faut attaquer. On peut avoir des phénomènes, comme on a vu, donc, de gens même isolés, qui se disent je vais faire quelque chose contre les Français. Ça a toujours marché. Il me faut un ennemi. Donc il faut faire très attention, on est en alerte maximum à cause de ça. Est-ce que des attaques projetées, comme on l'a vu, on l'évoquait en 2015 par exemple, et ces dernières années, est-ce que c'est encore possible depuis des territoires comme l'Irak, comme la Libye, comme la Syrie ou comme le Mali peut-être ? À court terme, j'ai un peu de mal à le penser parce que ils sont tellement perfectionnés maintenant, nos services de renseignement occidentaux, que pour arriver à faire quelque chose de très organisé, alors que malgré tout, l'État islamique, ils sont un peu terrés partout. Il va falloir du temps avant qu'ils puissent s'exporter. Il faut que le groupe soit très fort localement pour pouvoir s'exporter. Mais maintenant, on voit qu'il y a des attentats en Irak qui recommencent. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Si ça continue les attentats en Irak, ça veut dire qu'ils ont réussi à se réorganiser. Et là, il faudra se méfier sur le fait d'exporter le terrorisme chez nous. Marc Trévidic, la loi contre les séparatismes qui doit être présentée en décembre, Emmanuel Macron en a fait l'un des piliers de son quinquennat. Elle renforcera les principes de la laïcité, luttera contre les dérives communautaristes notamment. Est-ce que c'est une bonne loi ? Est-ce que c'est un bon projet qui peut lutter contre ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrisme de l'islam politique ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a plein de choses très bien là-dedans, notamment tout ce qui est le verset scolaire un peu, qui sont très très utiles. Mais il manque toujours le côté international. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un projet français. On n'est pas sur la même longueur d'onde que les autres pays européens sur pas mal de choses, sur la laïcité, on l'a vu, parce qu'on voit des pays occidentaux qui viennent dire, on l'a vu Trudeau au Canada, qui n'ont pas la même notion du droit d'expression. Et puis surtout, à l'international, c'est la mondialisation. Comment voulez-vous lutter contre la radicalisation si l'islam radical est sponsorisé, continue à être sponsorisé par des gens qui ont de l'argent, des moyens, qui sont nos alliés en plus. Donc moi, ce que j'attends, c'est il y a la loi sur le séparatisme, mais il faut aussi un volet international. Quels sont nos alliés ?
Comment Oui. on va faire la politique internationale de la France pour éviter la propagation de l'islam radical? En tout cas, ne pas y participer, ne pas vendre d'armes pour armer des gens qui peuvent faire la guerre et s'imposer comme ça, comme la guerre qui se passe actuellement au Yémen. Il y a quand même ce volet-là qui manque. Oui. 3 attentats en 5 semaines, Marc Trévidic, perpétrés en France, dont l'assassinat odieux du professeur Samuel Paty. En tant qu'ancien juge antiterroriste, vous imaginiez que ça puisse arriver, ça, un jour en France? Un professeur assassiné pour avoir montré des caricatures, c'est effroyable. Pour avoir montré des caricatures, oui, on aurait pu l'imaginer. Je veux dire, c'est quelque chose de très sensible, ce genre de problème-là. On l'a vu avec Charlie Hebdo, mais il y avait déjà eu des choses avant. On avait vu ce qui s'était passé au Danemark. Il y a un sujet très sensible, donc pour ça, oui. Par contre, ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est que malheureusement, on a du terrorisme de haine, pulsionnel et de haine. Donc on n'est plus dans quelque chose d'organisé, on a plus quelque chose, voilà, c'est la haine qui s'exprime, sans qu'il n'y ait plus de logique, qu'il n'y ait plus de stratégie. C'est ce qu'on appelle le terrorisme endogène, c'est ça? Endogène, mais endogène qui est déconnecté d'une stratégie globale et qui est plus expression de la haine. En fait, on a chauffé à blanc des extrémistes et aujourd'hui, ça explose d'une façon complètement désorientée et derrière, qu'est-ce qu'on voit? Non pas la réflexion, mais de la haine. On est passé du terrorisme rationnel, j'allais dire de Descartes, au terrorisme pulsionnel haineux. Donc ça fait peur. Et d'un autre côté, ils sont moins puissants parce que justement, ils font des choses un peu dans tous les sens que le terrorisme rationnel qui peut faire des opérations très lourdes. Merci Marc Trévidic d'avoir été ce soir notre invité. Je rappelle votre ouvrage absolument passionnant. Achetez-le en librairie, bien sûr, si vous le pouvez. Ça s'appelle Le roman du terrorisme et c'est aux éditions Flammarion. Merci Marc Trévidic. Merci.